Cela signifie que la Pro Juventute utilisait la psychiatrie. Oui, bien sûr. La psychiatrie, les asiles psychiatriques étaient la dernière station quand on n'avait pas obtenu de résultats avec la prison, les maisons de correction ou les placements dans des familles paysannes. La psychiatrie était en fait très appropriée, car depuis les années 20, elle avait contribué à l'eugénisme, c'est-à-dire à la destruction des êtres soi-disant inférieurs, pas seulement en Allemagne, mais également en Suisse. Ce document prouve que certains médecins préconisaient la stérilisation forcée de mères yéniches. Ce document date de 1944 et provient de la Polyclinique universitaire de Zurich. En accord avec l'ancien tuteur, le docteur Siegfried, secrétaire de la Pro Juventute, nous nous voyons obligés de vous faire connaître les mesures envisagées à l'encontre de mademoiselle M. Cette jeune fille est débile, moralement faible, idiote et dévergondée. Actuellement, elle est enceinte de 2 mois et il n'y a aucun motif juridique valable pour interrompre cette grossesse. Cliniquement, nous devons proposer la stérilisation de la patiente tout de suite après son accouchement. Pour présenter l'œuvre des enfants de la Grande Route, le collaborateur de Pro Juventute se référait systématiquement à ses maîtres à penser. Joseph Jörger, ancien directeur de la clinique psychiatrique de Coire. Il préconisait la destruction génétique et culturelle des Yéniches. Robert Ritter, psychologue suisse, qui a créé le centre de recherche nazi sur l'hygiène des races et établira un recensement systématique des nomades. Recensement qui servira à exterminer les populations nomades sous le Troisième Reich. Rudolf Waltisbühl, juriste suisse qui préconise l'enlèvement des enfants yéniches dans une perspective de pureté de la race et encourage la stérilisation forcée des nomades. C'est seulement en 1972, à la mort d'Alfred Siegfried, que Pro Juventute met un terme à l'action « Enfants de la Grande Route ». Alfred Siegfried était un charismatique de l'amour. C'est pour cela qu'il s'est occupé des enfants en général, et plus particulièrement des enfants de la Grande Route. Il était convaincu que la vie de ces vagabonds a amené les enfants à un état d'abandon psychique et physique. Il voulait les réinsérer socialement. En 10 ans, à partir de 1926, il y a bien réussi. Il a utilisé la Pro Juventute comme un instrument qui lui a permis de concrétiser ses idées et de parvenir à ses objectifs. Comment Pro Juventute a-t-elle pu agir impunément sans qu'il y ait le moindre mouvement de protestation? C'est que Pro Juventute est une véritable institution dans notre pays. Parmi ses membres, le commandant de corps Ulrich Wille, qui a dirigé Pro Juventute pendant près de 45 ans. Un commandant qui a entretenu des contacts personnels avec Hitler. Autre personnalité, membre de Pro Juventute, le conseiller fédéral vaudois Pilegola, favorable au nouvel ordre européen préconisé par l'Allemagne nazie. En fait, le conseil de fondation de Pro Juventute a toujours symbolisé le gratin politique et économique du pays. Tout au long de l'histoire de Pro Juventute, on découvre une succession d'avocats, d'hommes d'affaires, de directeurs, d'autorités ecclésiastiques, de conseillers fédéraux, de banquiers, tels que la famille genevoise Hensch. Aujourd'hui, c'est Leonard Hensch qui assume la vice-présidence de la fondation Pro Juventute et qui doit répondre de cette sombre page d'histoire. Rien de ce que je dis là ne doit être compris comme une mise en cause des regrets qui ont été exprimés par mes collègues suisses alémaniques à l'égard des Yéniches, ni des excuses qui ont été officiellement formulées par la Fondation. Je les endosse absolument. Donc vous reconnaissez la culpabilité de la Fondation Pro Juventute dans cette affaire, vous-même en tant que vice-président? Je ne reconnais pas de culpabilité, ça n'a pas été établi historiquement, les faits tels que